Samedi 1er novembre 2025, Madame, Monsieur, bon matin à toutes et à tous et merci d'honorer cet autre rendez-vous, vous le savez, le rendez-vous d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Cantini de Douala. C'est La Cantini avec vous qui démarre, premier numéro de ce mois de novembre. Madame, Monsieur, la thématique, facteurs de risque, conséquences et prise en charge des AVC. Elle est là, cette thématique, et cette émission, vous le savez, elle est la vôtre. Et donc, toutes vos préoccupations en lien avec la thématique, vous n'hésitez pas à composer le 650 25 25 50 et nos invités se feront le devoir de vous répondre. Parlant d'invités, le docteur Annick Magnerou, neurologue en service à l'hôpital La Cantini de Douala, est des nôtres ce matin, tout comme le docteur Aïssa Tchounja, Kamgan, cardiologue également, présente dans le cadre de cette autre production de La Cantini avec vous. La Cantini avec vous, une coproduction hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon, sous la supervision du docteur Marie-Solange Domé-Bonguet. À la coordination, il officie comme tous les samedis Georges Sémé. Madame, Monsieur, à la partie technique, il officie, c'est le doigté de Romain Delphin Yimti ce matin. À ce micro, Gertrude Fernande Bidjoka. Madame, Monsieur, pour vous servir, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Non pas un spécialiste, mais deux ce matin, docteur Annick Magnerou, neurologue, nous vous le disions il y a encore un instant, en service à l'hôpital La Cantini de Douala et que nous accueillons tout de suite. Bon matin, docteur. Merci Gertrude pour l'invitation. Merci à la radio Balafon et également au top management de l'hôpital La Cantini de nous permettre de nous donner des occasions comme celle-ci de parler à la population camerounaise et de Douala en particulier. On l'a dit, vous n'êtes pas seul, docteur Magnerou. Docteur Aïssa Tchounja également est des nôtres ce matin, cardiologue en service, elle aussi à l'hôpital La Cantini de Douala. Bon matin, doc. Bonjour Gertrude, bonjour à tout le personnel de l'hôpital La Cantini ainsi qu'à la direction de l'hôpital La Cantini. Bonjour aux auditeurs qui sont connectés ce matin, merci pour l'invitation. On rappelle la thématique tout de suite, facteurs de risque, conséquences et prise en charge des AVC. C'est donc cela la thématique du jour de cette production. Docteur Annick Magnerou, la communauté sanitaire a célébré la journée mondiale de l'AVC. C'était cette semaine, le 29 octobre précisément. Une occasion parfaite pour reparler de ce phénomène pathologique qualifié de tueur silencieux. Alors pour la neurologue que vous êtes, docteur, dites-nous, c'est quoi un AVC? Est-ce qu'il existe des formes différentes d'AVC? Oui, en effet, un AVC, commençons par définir l'acronyme AVC. AVC veut dire accident vasculaire cérébral. C'est une pathologie grave, c'est une urgence lorsqu'on a et effectivement, il faut venir à l'hôpital pour qu'on fasse le diagnostic. Et effectivement, il existe deux formes d'AVC. Un accident ischémique transitoire qui est une forme, on va dire mineure d'un AVC ischémique constitué. Donc, la première forme, c'est l'accident ischémique. Et fait quoi l'accident ischémique? C'est lorsqu'une artère du cerveau est bouchée, quand elle ne passe plus, quand le sang ne traverse plus, n'arrive plus au niveau du cerveau, d'une zone du cerveau, et par conséquent, cette zone-là n'arrive plus à faire la fonction pour laquelle elle est dévouée. La deuxième forme d'AVC, ça s'appelle l'AVC hémorragique. Là, c'est lorsque le vaisseau est rompu au niveau du cerveau. Et dans les deux cas, les fonctions du cerveau qui ne sont plus vascularisées ne marchent plus. Ça peut être une fonction qui permet de bouger la main, qui permet de parler, qui permet de marcher, qui permet de réfléchir, qui permet de penser. Tout ce qui marche, toutes les zones du cerveau peuvent être atteintes par cette pathologie. Par deux mécanismes, on l'a dit, soit une artère qui se bouche, soit une artère qui se rompt. Soit une artère qui s'est bouchée, soit une artère qui s'est rompue, qui s'est coupée. C'est ça? C'est ça. Voilà. De façon plus simple. On va peut-être en profiter pour rappeler le thème de cette année, le thème de la journée mondiale de l'AVC, édition 2025. C'est agir ensemble contre l'AVC. Parce que les éditions précédentes, on était dans la prévention, mais là, maintenant, on veut être plus agressif. On veut agir contre cette pathologie qui décime les populations mondiales et africaines en particulier. Concrètement, agir ensemble, c'est-à-dire?
C'est tout le monde qui doit intervenir, que ce soit le patient lui-même en suivant ses paramètres vitaux, sa tension, ses paramètres biologiques, la famille autour de lui. Si on remarque qu'il y a un symptôme bizarre qui apparaît, un déficit moteur, une parole qui n'est plus, il n'arrive plus à parler, l'entourage, les amis. On a eu des AVC qui sortaient du travail, on a eu des gens qui ont fait des AVC au bord de la route, mais les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. Il faut que tout le monde soit informé parce que ça ne concerne pas qu'une personne, mais ça concerne tout le monde, la société en général. Avant de poursuivre, puisqu'on parle de forme d'AVC, il y a cet auditeur, ou plutôt cet internaute, qui a bien sûr pris connaissance de la thématique et s'interroge, docteur, comment appelle-t-on cette forme d'AVC où le patient a commencé par avoir je pense qu'il voulait parler du tournis, c'est-à-dire être étourdi, et s'est mis à vomir. Tous les symptômes ne veulent pas dire AVC. Ça, c'est l'erreur aussi à ne pas commettre. C'est que tous les symptômes ne veulent pas forcément dire AVC. On peut avoir des manifestations. Dans ce cas, c'était un AVC déclaré à l'hôpital finalement. Oui, c'est ça que je dis. Donc, lorsque vous avez des symptômes neurologiques, venez à l'hôpital pour qu'on fasse le distinguo. Est-ce que c'est un AVC? Est-ce que c'est autre chose? Donc, tout ce qui survient brutalement sera vasculaire. Ça peut être un infarctus du myocarde, ça peut être un AVC, ça peut être autre chose. On peut avoir une indigestion également, on a du mal à digérer et autres. Mais effectivement, dès qu'on a un signe neurologique qui survient de manière brutale, les principaux signes d'un AVC, c'est généralement un déficit moteur. Quelqu'un qui n'arrive plus à lever le bras, qui n'arrive plus à bouger la bouche, qui a une déviation de la face, qui n'arrive plus à parler. Ce sont les principaux signes qu'on a. Même certains signes subtils comme le fait de ne plus voir d'un moment à l'autre. Il vous dit, je n'ai pas vu d'un œil, l'œil gauche ne vous voyez plus pendant 5-10 minutes. Puis tout est revenu à l'autre. Ça, c'est déjà des signes d'alarme que vous devez connaître et venir à l'hôpital pour qu'on fasse le distinguo entre un AVC et les autres pathologies. Et pour ce cas de vomissement qui s'est avéré être un AVC, c'était quelle forme d'AVC? C'était probablement un AVC hémorragique parce que dans cette forme-là, il y avait une hypertension intracrânienne et justement, ce type de malade, ils viennent avec des vomissements, des maux de tête, des flous visuels et là, c'est une urgence également. Docteur Tchoundja, vous êtes cardiologue également en service à l'hôpital La Cantini de Douala et bien sûr impliqué dans la prise en charge de l'AVC. À quel âge est-on précisément exposé à un risque d'AVC, docteur Tchoundja? Donc concernant l'AVC, généralement au-delà de 50 ans, on est précisément exposé à faire un AVC. Mais il faut dire que l'AVC concerne toute personne. Peu importe l'âge, on peut faire un AVC. D'autant plus que les facteurs de risque sont en train de grandir dans notre population. Beaucoup de jeunes consomment du tabac, de l'alcool, sont obèses. Donc ces jeunes-là vont faire un AVC de façon précoce. Ça va pas forcément attendre 50 ans avant de survenir. Donc tout le monde est impliqué dans cette maladie. Donc tout le monde est concerné par rapport à l'accident vasculaire cérébral. Même le bébé? Un bébé? Oui, même un bébé peut faire un accident vasculaire cérébral. Le bébé? Par une anecdote, par exemple, docteur Maniero et moi, nous suivons une patiente de 9 ans qui a fait un accident vasculaire cérébral. Elle n'a aucun facteur de risque, mais elle l'a fait et actuellement on est en train de chercher l'étiologie, c'est-à-dire la cause de cet accident vasculaire cérébral. C'est assez costaud ça. 650 25 25 50, le numéro de téléphone qui vous permet d'échanger avec nos invités ce matin, nos spécialistes, Dr Maniero, Dr Tchoundja, qui se feront bien sûr le devoir de vous éclairer sur une préoccupation en lien bien sûr avec la thématique du jour. L'AVC est devenu, Dr Maniero, au fil des années, une cause de santé publique. Tout à l'heure, le docteur Tchoundja faisait état de cet enfant de 9 ans dont on cherche encore la cause de l'AVC qu'elle a fait et elle le précisait, elle n'avait pas de facteurs de risque. C'est bien cela. Alors, c'est quoi les facteurs de risque? Quels sont ces facteurs qui exposent à la pathologie, docteur Maniero? Les facteurs de risque dans un AVC sont multiples. Il y en a qu'on peut prévenir, il y en a qu'on ne peut pas prévenir. Commençons par ceux qu'on peut prévenir, ceux sur lesquels on peut agir. Oui. Le premier, c'est l'hypertension artérielle. Vraiment, on a de plus en plus de cas d'hypertendus dans notre pays, dans notre ville.
Et il fait souvent des âges aussi très jeunes de plus en plus. Ce n'est plus une histoire de 50 ans, 60 ans. C'est des enfants, c'est des jeunes adultes qui font souvent cette hypertension artérielle. Le deuxième facteur qui suit, c'est le diabète. Il ne faut pas lésiner sur les moyens pour vous faire diagnostiquer d'un diabète avec ou sans des symptômes. N'hésitez pas lors des campagnes de santé dans les villages, dans les villes, de vous faire diagnostiquer. Les autres facteurs de risque, c'est le cholestérol, c'est les autres facteurs. Il y en a qui sont modifiables, non modifiables, notamment la génétique. Vous ne pouvez rien si vous avez un âge avancé. Si génétiquement, dans votre famille, il y a des gens exposés à faire des AVC, qui ont de l'hypertension. Là, c'est la génétique, on n'y peut rien. Donc, et ce qu'il faut faire lorsqu'on a ces facteurs de risque, déjà, il faut venir à l'hôpital pour faire le diagnostic. Il faut pouvoir vous faire prélever. Il faut être suivi par un médecin généraliste au début. Et à la suite, si on diagnostique un des facteurs de risque, peut être accompagné d'un spécialiste pour le suivi. Donc, n'oublions pas ces principaux facteurs que sont le diabète, l'HTA, le cholestérol, l'obésité. Ça, c'est ceux sur lesquels on peut agir. Et maintenant, il y en a qu'on ne peut pas faire grand-chose. L'âge, le sexe. Les hommes sont plus exposés à faire les AVC que les femmes. Et également le fait d'être sédentaire et autres. Donc, il faut agir sur tous ces facteurs de risque-là en même temps. On va préciser que HTA, vous parlez là de l'hypertension artérielle. Voilà. Alors, docteur Magnéro, on reste avec vous. Quelles sont les principales conséquences ou séquelles que peuvent provoquer ou laisser les AVC? Les principales séquelles ou conséquences, je vous l'ai dit tantôt, lorsque une zone du cerveau n'est plus vascularisée, qu'elle ne reçoit plus suffisamment de sang, d'oxygène, la fonction de cette zone du cerveau, elle est perdue. Elle peut être perdue temporairement ou bien pour toujours. Définitif. C'est pour ça qu'il faut agir très précocement. Les séquelles qu'on peut avoir peuvent être d'ordre moteur. C'est des patients qui peuvent ne plus marcher plus tard, qui peuvent ne plus bouger les mains, qui peuvent ne plus parler, qui peuvent ne plus bien voir, qui peuvent avoir des troubles cognitifs, avoir des troubles de l'attention, avoir un problème, un déficit intellectuel qui survient. C'est vraiment, les symptômes dépendront de la zone du cerveau qui a été touchée. On va prendre le premier auditeur qui se signale, malheureusement déjà reparti. 650 50 25 25 50. On rappelle le numéro de téléphone pour pouvoir échanger avec nos spécialistes ce matin au sujet de la thématique. On s'intéresse à l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, les facteurs de risque, la prise en charge entre autres. Au téléphone, allô, bon matin. Oui, allô. Bonjour monsieur, comment je vous appelle? Richard Lobert, Richard Lobert, depuis du Bombari. Bienvenue, les spécialistes vous écoutent, monsieur. Oui, je tiens d'abord à saluer les docteurs qui sont là en studio et toute l'équipe de Radio Balafon. Merci, bienvenue. Oui, par rapport à les thématiques, je suis souffrant depuis là. J'ai le bras droit qui meurt et le pied gauche. Je ne sais pas si c'est le début de l'AVC, parce qu'il y a aussi un problème des nerfs là, au niveau de la tête là. La tête bouge sérieusement, je ne sais pas. D'accord. Vous avez déjà été à l'hôpital? Est-ce que vous avez déjà rencontré un médecin jusqu'ici? Oui, j'étais à l'hôpital et j'ai rencontré un médecin. Oui, mais il ne m'a pas parlé de l'AVC. Il m'a juste fait comprendre que j'ai le début de diabète. Oui. Il m'a donc montré les plantes que je dois consommer. Les plantes? Oui, ça a déjà mis longtemps. C'est depuis au moins 3 mois. D'accord. Docteur Magnéro? Ok, merci monsieur pour l'interpellation. Et justement, vous nous montrez à quel point le problème il est grand et il est inconnu de la population et même parfois de certains corps médicaux. Déjà pour vous dire, lorsque quelqu'un a un déficit moteur, s'il survient brutalement, je prends l'exemple, vous vous levez un matin, vous avez dormi la veille sans problème. Vous vous êtes couché sur votre lit, vous êtes levé le matin et que vous n'arrivez plus à bouger la main, le pied, ou bien juste la main, ou bien juste le pied, ou bien la bouche, elle est déviée. Venez à l'hôpital. C'est vraiment ça le message. Le temps, c'est le cerveau. Cette phrase est fondamentale parce que plus tôt vous venez, plus vite on vous prend en charge, plus vite vous allez récupérer.
Mais si vous avez votre problème qui évolue depuis quelques jours, j'ai senti le pied qui avait un peu des crampes, ensuite j'ai eu du mal à bouger, à marcher, ensuite j'ai eu du mal à bouger. On a quand même un caractère progressif qui nous fait douter de l'étiologie vasculaire, qui nous fait douter de l'étiologie que ce soit un AVC. Mais cela n'empêche que vous devez venir à l'hôpital, vous faire suivre par un médecin. Dans certaines régions, il n'y a pas de neurologue, on le sait. Il y a des généralistes, donc vous venez voir un généraliste. Je ne vous envoie pas vers les centres de santé, je vous envoie vers un médecin qui peut au moins faire la part des choses et vous dire, allez voir un neurologue, ceci peut être un AVC, ceci peut être autre chose. Donc, votre problème qui évolue depuis 2-3 mois, il serait temps de rencontrer un neurologue pour qu'on fasse la part des choses et qu'on vous dise exactement de quoi il s'agit. Voilà. On espère l'auditeur du côté qui est déjà parti. Voilà, du côté d'Ibombari qui est déjà parti nous fait signe. Non, je suis là, je vous suis parfaitement. Ah d'accord, voilà, donc on l'espère, vous avez parfaitement noté et bien sûr vous pouvez faire un tour à l'hôpital de la Cantine de Douala si vous le souhaitez. Ou dans un tout autre hôpital bien sûr. Ok, merci docteur. De rien, courage. Très bonne journée, j'allais dire. Du côté de d'Ibombari, on passe d'ailleurs le bonjour à toutes les populations de ce côté-là. 650 25 25 50 au téléphone pour échanger avec nos spécialistes ce matin. Bien sûr, des préoccupations en lien avec la thématique du jour. Allô, bon matin. Allô. Bon matin à vous. Comment je vous appelle, monsieur? Ali de côté de Yaoundé. Bienvenue Ali. Où à Yaoundé, s'il vous plaît? Je suis quelque part là à Kondangui dehors. On passe le bonjour à toutes les populations du côté de Kondangui. Alors, les spécialistes vous écoutent. Oui, j'avais eu cela du côté de la bouche. La bouche est tordue de ce côté, un côté. Bon, j'ai suivi le traitement au niveau de l'hôpital central de Yaoundé, mais grâce à Dieu, ça va un peu. Mais j'ai quand même un peu de séquelles là. Quand je mange et j'ai l'arme qui coule de côté droit, mais là, le lait il est devenu petit. Mais quand je mange au milieu des gens, ça me fait honte parce que l'arme coule vraiment, ça coule comme si on me demande que la nourriture a le piment dedans ou c'est comment. Bon, c'est moi ce qui connais. Mais d'accord. Je suis là à côté pour nettoyer ça. Donc c'est ma part, je ne sais pas pourquoi l'arme coule toujours jusqu'à maintenant. Mais quand même, c'est devenu quand même normal quand même. Mais je ne sais pas, ça m'a laissé quand même un peu de séquelles par rapport à l'arme qui coule là. D'accord. Donc, c'est par rapport à ça. La préoccupation serait de savoir s'il est possible de remédier à ça, qu'il n'y ait plus de larmes pendant que vous mangez, vous mâchez. Pendant que je mange, oui. D'accord, c'est bien reçu. D'accord, je vais arrêter vous sur la radio. D'accord, merci infiniment et très bon samedi de votre côté, du côté de Kondangui. Alors, cette autre préoccupation, la larme qui coule pendant qu'il mâche à chaque fois. Là, il décrit probablement les signes d'une paralysie faciale, mais qui semble être de type périphérique. J'espère pour cela qu'il était voir un neurologue. J'insiste encore sur la spécialité. Au cas contraire, il faudrait le faire. Oui, au cas contraire, il faudrait le faire parce que la paralysie faciale périphérique est aussi fréquente. Pas forcément dans l'AVC seulement, c'est aussi dans d'autres pathologies, mais pas forcément dans l'AVC. Donc, si le diagnostic d'AVC a été fait et qu'il a cette séquelle-là, il aurait fallu, déjà, je vais encore sur la prévention en disant, il faut venir à l'hôpital précocement. Plus précocement, vous faites des séances de rééducation, plus vite vous récupérez. On a souvent dans nos hôpitaux des malades qui préfèrent attendre. Quand je vais sortir d'hospice, je vais me faire masser par le kiné, je vais aller voir le kiné. Non, plus précocement commence des séances de physiothérapie, plus vite on récupère. Dans son cas, déjà en préventif ou bien pendant l'hospice, il aurait déjà dû commencer des séances de rééducation et après il aurait dû continuer. Peut-être il doit encore les continuer, même si ça a déjà daté de son événement initial. Maintenant, il y a aussi des thérapies qu'on peut proposer. C'est généralement avec des ORL qu'on propose cela, de voir un peu si on peut réveiller le nerf facial qui s'est paralysé. Donc vraiment, ça c'est déjà un autre type de thérapeutique qu'on peut proposer aux malades, mais c'est souvent un peu embêtant. Mais je préfère insister sur la prévention, le suivi précoce, la rééducation précoce. Pour son cas, ce qu'il doit faire en ce moment? Qu'il vienne, on le réévalue déjà d'un point de vue clinique et tout, et on va peser le pour et le contre pour voir si on lui propose ce type de thérapie avec les chirurgiens, les ORL,
et autres. Et comprendre, ça permettra de comprendre pourquoi la larme, elle coule et voir s'il est possible de remédier à ça, si c'est une paralysie faciale périphérique. Oui, donc, dans ce comme cadre-là. Mais généralement, dans les AVC, c'est du central, c'est généralement le facial inférieur qui est paralysé. C'est pas trop les larmes qui nous alertent. Bon, Donc, là, c'est il pour dit ça. que c'est revenu à la normale pour ce qui est de la bouche qui avait dévié. Avec le traitement, c'est revenu à la normale, mais il y a ce souci de la larme qui coule. Ouais, c'est pour ça que je demande qu'ils reviennent à l'hôpital se faire réévaluer par le neurologue et qui D'accord. pourra s'adjoindre avec un ORL. Et c'est bien compris. Au téléphone, on va prendre le dernier parce qu'on est déjà tenu par le temps. Allô, bon matin. Bonjour Madame Jeffrey, bonjour docteur. Bonjour. Comment je vous appelle? Vous nous appelez d'où? Moi c'est Brice depuis Douala, mon amour Sadi. Les spécialistes vous écoutent. J'avais une préoccupation là. Je voulais demander au docteur comment prévenir le AVC et comment savoir si une personne est atteinte d'un AVC. Mhm. Comment prévenir et comment reconnaître, c'est ça, qu'une personne Oui, est c'est ça. atteinte De AVC. Voilà. Ah. Très bien. C'est noté comme question. Vous raccrochez. Le docteur Chunja vous répond à l'instant. Donc, merci pour la question. En fait, comment prévenir l'AVC? On va s'accentuer sur la prévention des facteurs de risque que le docteur Maniero a cité. Premièrement, d'abord, c'est de connaître sa pression artérielle. C'est très important. Connaître sa pression artérielle, c'est prendre sa tension le plus souvent à la maison, environ 3 fois par semaine. Si on n'est pas hyper tendu, connu, on peut le prendre une fois toutes les 2 semaines. Il faut déjà connaître sa pression artérielle. Et si on est hyper tendu, bien faire le suivi médical, bien prendre son médicament parce que avoir une tension artérielle contrôlée évite de faire un AVC plus tard. Connaître son taux de glycémie. Et lorsqu'on est dépisté diabétique, on va bien faire un suivi avec son diabétologue ou endocrinologue afin d'éviter également les complications comme l'AVC. Lutter contre l'obésité. Pour lutter contre l'obésité, c'est de savoir ce qu'on met dans nos plats, manger équilibré et sain, au moins 5 portions de légumes et fruits par jour, de faire beaucoup du sport. On conseille 3 heures de sport par semaine, donc répartir à 30 minutes 5 fois par jour ou encore 1 heure 30 minutes 5 fois par semaine ou encore 1 heure 3 fois par semaine. Et également d'éviter d'être sédentaire, c'est-à-dire rester assis longtemps. De temps en temps, il faut marcher lorsque vous travaillez. Donc tout ça permettra d'éviter de faire un AVC plus tard. J'insiste sur la consommation d'alcool et de tabac parce qu'on sait que les Camerounais sont des gros consommateurs d'alcool. D'arrêter l'alcool et aussi d'arrêter de consommer le tabac. Ne serait-ce qu'une cigarette nous expose à faire un accident vasculaire cérébral. Donc c'est sur ça. Et lorsque vous savez qu'un de vos parents, peut-être votre papa ou maman ou votre soeur ou votre frère a fait un AVC, vous êtes à risque de faire un AVC. Donc d'où l'importance pour vous de bien surveiller et de bien prévenir tous ces facteurs de risque-là. Maintenant, comment connaître les signes d'alerte? Je vais m'insister sur un petit mémotechnique qu'on appelle VITE, V-I-T-E. V d'abord, c'est le visage qui est paralysé ou affaissé. Donc, on va voir une personne qui était tout bien quand il parlait et tout, et puis subitement, sa bouche est déviée d'un côté, ou bien lorsqu'il veut gonfler, un côté du visage un peu faible quand il veut gonfler sa bouche. Là, c'est le premier signe. Il faut vite aller à l'hôpital pour avoir une assistance médicale. Deuxièmement, c'est I. On a une incapacité à se mobiliser. Le docteur Maniero l'a dit, lorsqu'on ne peut pas peut-être lever le bras ou le pied, on n'arrive pas à bien l'utiliser. Donc, subitement, on se retrouve en train de tomber pour une personne qui marchait bien auparavant. Là, on se dit que là, il y a une paralysie d'un côté. Il faut aller à l'hôpital le plus rapidement possible pour savoir si c'est un AVC. Pour T, c'est trouble du langage. Donc, une personne qui parlait bien, il était très éloquent, et puis subitement, lorsqu'il parle, il n'arrive plus à articuler, ou il ne parle plus du tout. Là, il y a un souci. Et tout ça, tous ces signes-là, si ça survient de façon brutale, comme le docteur Maniero l'a dit, c'est probablement un accident vasculaire cérébral. On va maintenant sur le E, qui veut dire qu'il faut le plus tôt possible faire c'est pour dire un peu, c'est urgent, emergency. C'est pour emergency, pour dire le plus tôt possible, il faut aller à l'hôpital pour avoir une aide médicale afin de dépister, afin de confirmer si c'est un accident vasculaire. Et plus vite on reconnaît les signes, plus vite le traitement est institué et plus vite il y a des chances de récupération et également on évite le décès. On reste avec vous, Dr Chunja. L'hôpital La Cantinier a mis sur pied depuis quelques jours un centre de réadaptation cardiaque. Pouvez-vous nous présenter cette nouvelle unité? À qui est-ce qu'elle est destinée et à quoi est-elle importante pour les patients?
Donc déjà la réadaptation cardiaque, c'est toutes les mesures qui sont mises en place pour pouvoir faire en sorte qu'un patient puisse regagner toutes ses capacités physiques, fonctionnelles, antérieures. Ça permet aussi au patient d'améliorer ses conditions mentales, sa condition mentale et également physique, et également ça permet une réinsertion de cette personne-là dans sa société le plus normalement possible, quoi. Donc la réadaptation cardiaque a été instituée à la Quintigny sous la direction de l'hôpital La Quintigny depuis environ un mois, quelques semaines. Et vraiment, il faut dire que nous remercions la direction de l'hôpital La Quintigny pour tous les efforts menés. Ils ont remis ciel et terre pour qu'on puisse avoir tous les éléments nécessaires pour mener à bien cette activité. Donc, l'activité, ça se fait au niveau du service de cardiologie. On a une grande salle avec 2 machines d'épreuve d'effort pour pouvoir faire l'évaluation clinique initiale et finale de ces patients. On fait également l'éducation de ces patients, éducation diagnostique, thérapeutique. On essaye de leur conseiller par rapport à l'optimisation de leur traitement, le bon suivi médical. Il y a également l'aspect de réentraînement à l'effort. Là, on va faire l'effort sur le tapis, sur le vélo, les machines de musculation, également les poids. Donc, tout ça, réentraînement à l'effort et renforcement musculaire, c'est un pilier important pour la prise en charge des pathologies cardiaques et ça va aider à ces patients de regagner leur capacité fonctionnelle. Très bien. On sort par là, docteur Manirou. C'est avec la différence qu'on doit faire entre un AVC et un infarctus. Et un infarctus et un arrêt cardiaque. C'est 2 mécanismes, 2 organes différents. AVC, ça concerne le cerveau. Ça veut dire que c'est une artère qui est bouchée, comme on l'a dit, ou bien qui est éclatée. D'accord. Et infarctus, c'est une artère du cœur qui s'est bouchée. D'accord, qui est atteinte. D'accord. Voilà, donc c'est 2 organes complètement différents. Et les vétiologies peuvent être l'hypertension, diabète, tout ce qu'on a cité, mais c'est vraiment 2 mécanismes différents parce que c'est 2 organes différents. Et la différence entre l'infarctus et l'arrêt cardiaque? Je renvoie la question au docteur Tchundja. Au docteur Tchundja, d'accord. Très rapidement, cette différence-là. Donc, l'arrêt cardiaque, c'est la cessation de toute activité cardiaque. Donc, si le cœur battait, subitement, il arrête de battre. C'est ça l'arrêt cardiaque. Et si on n'arrive pas à récupérer cette activité cardiaque après réanimation, on parle de décès. Pourtant, l'infarctus, c'est une cause d'arrêt cardiaque. L'infarctus, en fait, c'est lorsqu'on a une artère à destination cardiaque, c'est-à-dire quand le cœur pompe, il pompe pour tout le corps, mais il pompe également pour lui-même. Donc, il y a des artères, des vaisseaux qui partent donner du sang, l'oxygène, les nutriments au cœur lui-même pour qu'il puisse assurer sa fonction. Donc, si ces artères-là sont bouchées par des plaques de graisse de façon brutale, on a ce qu'on appelle l'infarctus parce que les cellules du cœur, c'est-à-dire ce qui fait le fonctionnement du cœur, vont commencer à mourir en espace de quelques minutes. Et lorsque ces cellules-là meurent, on parle d'infarctus du myocarde. Et si c'est bien étendu, si c'est une grosse partie du cœur, on peut avoir un arrêt cardiaque et donc décès. Et c'est ça qui fait également ce moment d'apprentissage dans le cadre de cette production. La Quintigny avec vous. On va sortir par là. Il nous a rejoint, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on est on est sur le pas de la porte pour s'en aller. Georges Sémé, bonjour, matin. Merci, bonjour Gertrude. Je vous ai rejoint pour quelque chose de très important pour les hommes. D'accord, toujours. Parce qu'après Octobre Rose qui concernait les femmes, exclusivement ce qui concerne le cancer du sein, les hommes sont à l'honneur avec Novembre Bleu. Nous sommes en novembre, le 1er novembre bleu, c'est parti. Les prostates, les testicules et tout ça. Cancer masculin. Donc, dans ce cadre-là, l'hôpital La Quintigny organise une série d'activités du 3 au 14 novembre, dont des consultations gratuites. Voilà, des qui lève les bras de tous les cancers des hommes. Et c'est ouvert à tous les hommes. Donc, c'est l'occasion pour l'hôpital La Quintigny de lancer un appel à tous les hommes de venir du 3 au 14 novembre se faire consulter gratuitement. Et l'occasion de rappeler également, la semaine dernière on le disait déjà, les hommes aussi c'est le cancer du sein. Tout à fait. On a eu sur ce plateau des spécialistes du cancer du sein qui nous ont dit que le cancer du sein ne concerne pas seulement les femmes, et que les hommes aussi. On a d'ailleurs eu un témoignage. Voilà, dans pour le cadre éviter de cela, il fallait que les hommes sucent de plus en plus les seins des femmes. Bon, c'est terminé. C'est terminé pour cet autre numéro de la Quintigny avec vous. Il fallait que vous en arriviez là, Georges Sémé. Point final. Merci infiniment, madame, monsieur, d'avoir été des nôtres. Merci surtout de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon samedi. L'hôpital La Quintigny de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintigny avec vous sur Radio Balafon. Une radio, des tubes, respirez, vous êtes sûr. Radio Balafon. I heard it through the grapevine
that you were thinking of leaving me. You know I love you so much that if you leave me, it will make me cry. My God, I'm really crying. Umanana nae, one day when bamule mai, Ndola mio, one day when bamule mai, Umanana nae, ameana tena tete. Ndola mio, madia banyola kie, Umanana nae, katimene pegenene. Ndola mo, madia banyola kie, Umanana nae. Nameya na te Lolo nameya, I nameya, Io nameya.